D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir juste l'écran? Voilà, merci de contrôle. Donc, merci. Donc, l'objectif, en tout cas, ce qu'on souhaite vous présenter, c'est ce qu'on appelle le concept de virtualisation de données. Je parle bien de données, on virtualise la donnée, et quels sont les bénéfices apportés justement dans une stratégie Big Data et une stratégie Cloud. Donc aujourd'hui, beaucoup de clients, d'organisations privées ou publiques souhaitent migrer leurs données dans le cloud ou mettre en place des infrastructures complexes de données pour faciliter justement l'accès à toutes ces données. Et ce qu'on va vous expliquer ici, à la fois de mon côté, en tant que Denodo, ce que peut apporter la plateforme justement sur ces stratégies de migration en particulier, et d'agilité que peut offrir justement ce concept de virtualisation. Et on vous proposera également des cas plus concrets d'implémentation qui sont réalisés au quotidien par notre partenaire Fastcube. Donc, je vais prendre la télécommande. Est-ce que... Voilà. Donc, on a un agenda un petit peu ambitieux qui va vous donner beaucoup d'informations sur les architectures du moment, les architectures logiques. On va parler beaucoup d'architecture logique qui, justement, permettent à vos organisations d'agiliser justement l'accès à vos données qui sont en majeure partie souvent des architectures distribuées avec des data centers distribués, des données distribuées et voir comment on peut faciliter tout ça. Donc, en préambule et rapidement, donc Denodo est une société américaine mais qui est d'origine espagnole, donc qui est également d'origine européenne. On a aujourd'hui 1400 clients actifs. On a un peu plus de 25 bureaux dans le monde, donc en particulier un bureau en France, à Paris, qui nous permet d'avoir une couverture sur toute la région francophone. Et on est une société où on a une croissance régulière de près de 50%, puisqu'il y a une adoption assez forte de notre technologie. Et on arrive à prouver justement que cette approche de virtualisation de données permet justement d'avoir des gains et des bénéfices importants. Donc aujourd'hui, les enjeux qu'on voit fréquemment chez les clients, on peut leur présenter sur la forme de ce diagramme, hein, c'est le fameux iceberg, où globalement on visualise qu'une partie des données aujourd'hui, qui est la partie visible de l'iceberg. Mais bien entendu, je dirais 80% du reste des données ne sont pas visibles par les utilisateurs parce que souvent elles sont difficilement accessibles pour des raisons techniques, pour des raisons de sécurité, pour diverses raisons. Et l'accès à ces données nécessite vraiment des coûts importants. Donc, on va voir immédiatement, après avoir fait une petite introduction des architectures du moment, qui sont assez nombreuses, mais on va les faire assez rapidement. Donc aujourd'hui, en fait, lorsqu'on parle de données, on parle de stockage, on parle de données accessibles qui sont dans des référentiels divers et variés. Et vous voyez un petit peu l'historique en fait de ces référentiels, où vous allez avoir dans les années 80 la fameuse base de données que vous connaissez tous. On a eu ensuite je dirais une variante de la base de données qui s'appelle le Data Warehouse, qui est plutôt une structure de données par rapport à une base de données. Bien entendu, l'avènement du cloud, qui est toujours actuel aujourd'hui, d'actualité, et aujourd'hui également d'actualité des initiatives Big Data. Alors, Big Data, il y a beaucoup de projets, pas forcément tous en production, d'après les analystes et aussi ce qu'on voit sur le terrain, c'est que 83% des projets Big Data échouent. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même un certain nombre. Il y a diverses raisons qui peuvent être apportées. Et enfin, vous avez une approche plutôt dite data moderne. Vous allez avoir une architecture qui va être hybride, qui va prendre le meilleur de tous ces mondes, c'est-à-dire la partie structurelle, la partie big data et la partie cloud. Donc,
Ce que je viens d'indiquer précédemment, c'est quelque chose qui a été analysé, montré par le Gartner, qui est un des analystes principaux du marché de la donnée, qui vous explique également de la même manière l'historique justement de ces démarches de stockage de données et de comment accéder aux données. Sur des architectures, donc ce stockage de données, vous allez pouvoir en avoir un peu partout dans votre organisation, que ce soit on-premise ou dans le cloud, et c'est ce qu'on appelle une architecture distribuée. Vous allez avoir les données fragmentées, dispersées, et donc vous allez avoir un certain nombre de challenges que vous pouvez deviner, c'est-à-dire que le fait que ce soit distribué, donc ce sont des données qui vont être réparties, donc il faut qu'elles soient accessibles assez rapidement, facilement, et donc c'est souvent ça le problème. On a des problèmes à livrer la donnée. Lorsqu'on parle de livrer la donnée, c'est de transmettre une donnée à des utilisateurs assez rapidement, et c'est souvent le problème aujourd'hui de ce type d'architecture. Les coûts, parce que pour pouvoir mettre à disposition ces données, on a des coûts inhérents. Par exemple, je veux accéder à 3 sources, je vais devoir répliquer mes trois sources dans une base de données, et ça, c'est assez coûteux pour une entreprise. Et bien entendu, lorsqu'on réplique une donnée, on n'a pas forcément la qualité, je dirais même la cohérence de données. Donc on va empiler un certain nombre de problèmes. Toujours par rapport à cette architecture distribuée, une façon de faire pour répondre à un besoin de livraison, de mise à disposition de la donnée, on a justement la possibilité de créer ce qu'on appelle des flux point à point entre toutes les sources qui permettent justement de construire une donnée. Donc ça fonctionne dans certains cas, mais il y a toujours des inconvénients. C'est-à-dire qu'il faut qu'on extrait, qu'on stocke la donnée ailleurs. Donc on a toujours les mêmes problèmes que j'ai expliqués précédemment. On a des problèmes éventuellement de sécurité et on a aussi des problèmes d'agilité. C'est-à-dire que si un utilisateur souhaite mettre à jour des données plus rapidement, on va se retrouver avec nécessité de modifier rapidement les structures. Donc une autre type d'architecture qui est plutôt monolithique, où là on va converger et stocker toutes les informations au même endroit, on a également d'autres problématiques qui apparaissent. C'est-à-dire qu'on prend l'impact, c'est qu'on va tout stocker au même endroit. Donc le fait de mettre à jour ce type d'architecture monolithique, ça nécessite de mettre à jour tout ce qu'on appelle pipeline ou flux de données d'intégration. Et donc on revient ici avec des inconvénients associés. Donc nous, ce qu'on propose dans ce type d'architecture et aussi les différentes analyses, c'est une architecture dite logique qui va permettre d'agiliser les accès à toutes ces données qui sont réparties au sein de l'entreprise sans avoir à déplacer la donnée. Donc c'est ambitieux, c'est intéressant et ça vous permet d'avoir une couche logique, c'est-à-dire une interface au-dessus qui va vous permettre d'accéder à tous ces systèmes là où ils se trouvent sans avoir à déplacer la donnée. Donc parmi les concepts qu'on souhaite vous exposer, les concepts du moment, c'est ce qu'on appelle le Logical Data Fabric et le Data Mesh. Donc Logical Data Fabric, c'est une architecture qui implémente ce qu'on appelle le Data Mesh, qu'on va couvrir juste après. Donc le Logical Data Fabric est une architecture qui va permettre d'agiliser les accès à tous vos systèmes sans avoir à les répliquer. Donc ça, c'est ambitieux, ça marche très bien. On a également la possibilité de créer, justement pour faciliter ces accès multiréférentiels, de créer un modèle sémantique. Et ce modèle sémantique va permettre d'agiliser en quelque sorte les accès aux données. Donc les problèmes qui sont résolus ici sont des problèmes qui permettent de simplifier les accès justement à la fois sur les formats de données, qui sont souvent complexes, les localisations des données, et également les aspects sécurité. C'est-à-dire vous allez avoir des données un peu partout dans l'entreprise ou à l'extérieur, et donc vous allez avoir des contraintes de sécurité ou de protection de données. Donc avec une architecture logique, vous allez être en mesure de couvrir ces aspects-là. Donc là, rapidement, sur le principe d'une architecture logique, vous avez à gauche toutes vos sources de données, qui peuvent être dans le cloud ou dans divers systèmes d'information, et à droite, vous avez vos utilisateurs qui utilisent un certain nombre d'outils du marché, comme des outils de reporting, comme des applications mobiles, etc. Et ensuite, via cette architecture logique, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de principes, comme la fameuse couche sémantique, qui va permettre, grâce uniquement à des métadonnées, de pouvoir accéder justement à tous ces systèmes sans avoir, encore une fois, à les déplacer, à les copier et avoir justement des données plus fiables
et facilement modifiable. On pourra modifier le modèle très facilement sans avoir modifié justement la couche physique. Donc, j'introduis maintenant Denodo. Denodo est une plateforme de virtualisation de données. Donc, on virtualise, c'est-à-dire qu'on ne stocke pas la donnée. Et donc, on est vraiment entre les applications sources et les applications consommatrices. Et notre plateforme va créer justement ce qu'on appelle une couche sémantique basée sur ce qu'on appelle des métadonnées. Donc, les métadonnées, ce sont les structures des sources, qui peuvent être des tables, des fichiers, des web services. Et on va construire ce modèle au niveau de la couche de virtualisation, puis mettre en place des transformations. Par exemple, je veux calculer un indicateur de performance et ensuite exposer le résultat sous la forme d'une API, par exemple, ou y accéder via un outil de reporting pour faire de l'analyse décisionnelle, par exemple. Donc, on est sur une plateforme vraiment très légère, très simple, et on est en mesure, justement, de mettre en place des projets en quelques jours, vraiment quelques jours, plutôt que quelques semaines ou quelques mois. Donc ça, je laisserai mon collègue, notre partenaire Fastcube Hamza, vous l'expliquer sur certains exemples, mais vous verrez concrètement que ce qu'on dit, on le fait également. Donc les avantages de la structure logique, donc vous le voyez rapidement, c'est qu'on peut assez rapidement s'interfacer avec des systèmes existants sans avoir, encore une fois, à perdre du temps sur de l'intégration. C'est ça qui est important. Donc on va faciliter la prise de décision puisqu'on va avoir des données le plus rapidement possible sans avoir, encore une fois, à faire de l'intégration qui dure des jours ou des mois ou des années. Et ensuite, on va éliminer ce qu'on appelle les silos. Les silos sont vraiment les stockages autonomes qu'on va pouvoir justement s'affranchir grâce à notre plateforme, et on va faciliter les aspects de sécurité. Donc, une des architectures, parce on a un sujet cloud, une des architectures qui est assez répandue, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de clients et d'organisations souhaitent migrer une partie de leurs données dans le cloud pour gagner en termes de coûts, de maintenance et je dirais d'agilité. Une plateforme comme la nôtre va pouvoir faciliter en fait justement cet interfaçage avec des architectures à la fois distribuées, qui ont chacune ses propres systèmes de données, qui ont chacun justement des contraintes de sécurité, puisqu'elles sont hébergées un peu partout sur la planète, admettons, et on est en mesure, justement, avec une plateforme de Denodo, de sécuriser les données, les flux de données, pour que ces données qui sortent justement de votre entreprise soient protégées et qu'elles puissent être justement collectées. Et donc, une plateforme comme la nôtre va permettre également d'optimiser toutes les requêtes qui vont être soumises, puisqu'au final, on parle de requêtes SQL. Et enfin, donc sur la partie, ce qu'on appelle, je vous ai montré la partie Logical Data Fabric. La partie Data Mesh, ce qu'on appelle Data Mesh, c'est plutôt organisationnel, c'est pas technique. Donc la partie organisationnelle, elle permet justement de mettre en place une équipe dans un domaine métier précis qui connaît bien ces données, plutôt que d'avoir une équipe qui doit connaître tous les métiers, ce qui est impossible. Et donc, grâce à cette possibilité, on va pouvoir répondre à des besoins comme le manque d'expertise. Je suis plutôt spécialisé dans les finances et on me demande de travailler dans le marketing que je ne connais pas bien. Donc, plutôt que de faire ce travail-là, on va plutôt déléguer ces opérations aux sachants, donc aux personnes qui connaissent bien le métier, pour ensuite, au final, répondre à ce besoin simplement. Et on va rester toujours, on va pas prendre en compte toute la partie distribution des systèmes, puisque ces systèmes vont être répartis dans l'entreprise. On va rester sur un système distribué grâce justement au principe du data mesh. Donc pour le faire, je vous ai expliqué la logique du data fabric, c'est qu'on va créer, vous allez déjà une organisation organisée par domaine métier, vous allez supprimer la dépendance vis-à-vis des systèmes physiques, puisque la couche de virtualisation va masquer toute la complexité des systèmes distribués. Et enfin, sur quelques exemples ici, vous avez un exemple de ce que permet de faire notre plateforme. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des produits de données. Donc des produits de données sont vraiment des structures que vous allez créer et non pas des copies ou des stockages. Et ces produits de données vont être créés par le domaine métier en question. Et ce domaine métier va pouvoir ensuite partager ces produits de données. Donc vous avez chacun un métier, un marketing, finance, RH, etc. Et ces données peuvent être partagées en interne ou partagées à l'extérieur en fonction des droits de chaque domaine. Et là, vous pouvez avoir des architectures, là pour le coup, distribuées avec des nodos, donc créer une machine par plateforme, et ensuite permettre justement d'exposer le résultat
sous la forme SQL, hein, qui est un langage universel, qui est un langage très simple à mettre en place, ou sous la forme d'une API, où avec zéro code, vous pouvez exposer une API assez simplement. Donc, je vais donner la main, passer le relais à notre partenaire Fastcube. Hamza, à toi. Oui, c'est bon. Donc, merci Tariq pour cette première partie. Je vais reprendre l'agenda sur la deuxième partie. Je vais présenter rapidement la société Fastcube. Je vais partager deux cas d'utilisation. Le premier cas d'utilisation, c'est plutôt sur le data-driven et c'est comment aider les entreprises à avoir une culture data et drivée par la donnée. Et un deuxième cas d'utilisation, c'est comment on peut utiliser la data virtualisation pour la protection des données. Et à la fin, il y aura un panel et vous aurez l'occasion pour poser vos questions. Donc, la société Fastcube a été fondée à la fin de 2017, en fait par deux anciens étudiants de l'école supérieure d'informatique de Oued-Semma. Donc, c'est par Karim Mohamedi et moi-même. Donc, nous avons la double compétence sur des domaines techniques et aussi sur le domaine fonctionnel et spécialement sur la partie finance. Parce qu'on adresse des sujets autour de la BI et de la performance management, que c'est un sujet plutôt lié à la finance et l'industrialisation de la fonction finance. Nous avons 36 collaborateurs aujourd'hui qui sont des experts avec la double compétence technique fonctionnelle pour bien mener les projets de nos clients de la phase expression des besoins jusqu'au déploiement de la solution. On est répartis sur 5 sites, donc on est basé essentiellement à Paris, Nantes, Lyon. Mon associé il est entre Paris et Montréal et nous avons une équipe à Casablanca et bientôt une antenne à Alger. Nos consultants, ils ont plus de 100 certifications sur les domaines de notre spécialité, des certifications auprès de leaders de l'EPM et de la BI. Donc rapidement, je passe sur nos domaines d'expertise avant de présenter les cas d'utilisation. Donc pour la partie data management que je lead particulièrement, c'est des sujets autour de l'architecture data et la problématique data, comment on peut aller des données simples et des différentes sources de données vers une architecture data-driven. Et sur la partie BI et performance management, c'est de la BI spécialisée en finance, c'est de la planification financière, la planification de trésorerie, et beaucoup de sujets autour de budget et de l'analyse prédictive à base des exercices comptables des années précédentes. Nos partenaires, rapidement, c'est dans la partie data management, c'est plutôt des leaders du marché. Pour la partie data virtualisation, c'est Denodo. Et pour la partie data intégration et de solutions IPaaS, Integration Platform as a Service, il y a Boomi et Tibco. Et pour la partie EPM, c'est essentiellement IBM Planning Analytics, connu par le Cognos TM1 avant, et aussi Board. Donc, nous travaillons avec des différents clients de différents secteurs, différentes tailles, qui nous font confiance. Les clients affichés ici, c'est un mix entre des clients data et des clients EPM. Pour les clients, en fait, nous avons déjà délivré des projets dans 3 continents. C'est l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Et prochainement, nous venons de signer un contrat avec l'Arabie Saoudite pour un nouveau projet qui va démarrer prochainement. C'est avec notre partenaire Denodo, c'est pour la mise en place d'une solution de data virtualisation. Donc nos performances ont été récompensées. C'est depuis 2019 qu'on est partenaire Denodo. Et nous sommes venus en Algérie avec l'ambition de vous faire découvrir la solution de data virtualisation.
Et nous sommes persuadés et nous avons la confiance pour vous accompagner dans vos projets data. Donc, je reprends sur le cas d'utilisation. Donc, un petit résumé sur ce qui a été présenté par Tariq. Aujourd'hui, en fait, c'est un cas d'utilisation réel d'un groupe pharmaceutique là où on était présent. C'était plutôt, donc il y a plusieurs sources de données hétérogènes. Donc, le client, il a exposé que 75% de la donnée stockée, elle n'est jamais exploitée. Donc, aujourd'hui, avec le flux de données énorme que nous avons, donc, on stocke les données, mais on ne sait pas quoi faire avec. Et de l'autre côté, on voit aussi les utilisateurs business. Donc, c'est des commerciaux, c'est des équipes RH, des équipes marketing qui posent des questions. Est-ce que la donnée existe? Est-ce que je peux avoir un jeu de données pour les data scientists? Est-ce que la donnée, elle est confidentielle ou non? Donc, il y a des sujets autour de la gouvernance à adresser. Et ce que nous avons constaté aussi, que en général, il y a deux équipes qui ne parlent pas ou bien ne parlent pas le même langage. La première équipe, c'est les qu'on appelle les techos. En fait, c'est les informaticiens ou les profils techniques. En fait, les data engineers ou bien des architectes data. Et de l'autre côté, nous avons les équipes business, surtout des équipes marketing ou des équipes de commerce qui ont des idées innovantes à appliquer, mais ils n'ont pas les jeux de données fiables pour aller le plus loin et gagner en time to market. Donc, du coup, ils ne parlent pas le même langage. Donc, il y a des spécifications fonctionnelles. Et pour une spécification fonctionnelle, si on parle d'un sujet marketing, donc si on parle des données clients par exemple, pour le technicien, les données clients, c'est plutôt une table dans une base de données ou une donnée non structurée dans un data lake. Donc, du coup, il y a les clients déçus et le coût il est élevé. Et il y a aussi, en fait, pour réussir les projets de transformation digitale, il faut qu'on arrive à les faire collaborer ensemble. Donc, il y a des études ou des sondages qui affichent des chiffres qu'on passe plus du temps sur la préparation de la donnée au lieu de passer du temps sur la valorisation de la donnée. Donc, le challenge que nous avions eu chez le groupe pharmaceutique, c'est comment on peut inverser les ratios. Ça veut dire que je passe 70% du mon temps à analyser la donnée et à la valoriser, et plutôt si on arrive à la vendre, que de passer du temps à la préparer, à faire de nettoyage, de filtres et ainsi de suite. Donc, ce que nous avons proposé une vue d'ensemble basée sur la data virtualisation. Donc, pour réussir cette trajectoire, donc il faut toujours un profil qui fait l'intermédiaire. En fait, c'est un profil que je peux le nommer en technico-fonctionnel, qui peut faire le lien entre les équipes fonctionnelles et les équipes techniques. Ce on appelle aujourd'hui le data steward, qui est rattaché en général au CDO, le Chief Data Officer. Il faut bien donner l'accès à tout le monde et avoir une vue de 360 degrés sur les données qui existent en interne, donc ce qu'on parle de la data marketplace ou bien des catalogues de données. Mais pour cette partie-là, il faut des règles, il faut la cartographie des sources de données, il faut avoir de la data gouvernance, des règles pour bien protéger les données sensibles et les données personnelles des clients. Pour les données collectées, il faut bien lancer des proof of concept, c'est plutôt des projets surtout pour appliquer des algorithmes, pour alimenter des machine learning. Et aussi développer une culture de storytelling en interne et sensibiliser et expliquer les enjeux de la compagnie en termes d'utilisation de la donnée à tous les acteurs de l'entreprise. Donc l'architecture qui a été proposée, donc ça c'est un passage rapide, c'est un peu technique. Mais le but derrière, c'est de vous exposer comment on a mis en place une couche de virtualisation de données sans réplication
et que la donnée reste inchangée et intacte dans les différentes data sources. Donc, et quand je parle des différentes data sources, donc c'est plutôt soit c'est des data warehouse, soit des bases de données relationnelles ou des bases de données non structurées. Je parle d'un exemple de MongoDB ou autre, ou bien des données qui sont stockées dans le cloud, peu importe. Donc, c'est ça l'avantage de la solution Denodo. Ça veut dire que je peux accéder aux différentes sources de données avec une abstraction de la complexité technique. Ça veut dire les consommateurs de la donnée, les data scientists qui utilisent DataIQ par exemple, ils n'ont pas besoin de savoir comment je me connecte à une telle ou telle source de données. Ou bien même, par exemple, l'équipe marketing qui veulent sortir un produit rapidement, ils ne vont pas poser des questions comment je collecte les informations. Ils ont accès directement à un data catalogue, ils savent à qui ils s'adressent et aussi comment ils comment ils intègrent rapidement les données. Je passe sur le deuxième point, c'est plutôt la protection des données. Je fais le parallèle avec le RGPD. Donc, la protection des données, c'est un sujet sensible parce qu'aujourd'hui, on est tous concernés avec le flux de données qui est de plus en plus exposé et on ne sait même pas ce qu'on fait avec nos données. On donne nos consentements pour accéder à des applications, mais derrière, en fait, il y a un vide juridique, soit en Algérie, soit en Afrique. Donc, j'essaie de faire le parallèle avec le RGPD qui a été mis en place le 25 mai 2018. C'est plutôt pour régulariser la manière dont les entreprises gèrent les données privées et pour que l'utilisateur, à la fin, est au courant où la donnée elle est localisée, la documenter. Quand on parle du cloud, est-ce que je suis sur un cloud privé? Est-ce que je suis sur un cloud souverain ou non? Est-ce que ma donnée elle est plutôt sur quel continent? Donc, c'est des informations où l'utilisateur il a le droit de savoir. Et aussi, l'RGPD, c'est les règles générales de protection de données. Donc, il y a une faute d'orthographe, une faute de frappe. Et il faut aussi donner une vision de 360 degrés aux utilisateurs. Je sais, par exemple, pour lire les conditions générales avant d'accéder ou avant de donner les consentements pour accéder à une application, je pense que chacun de nous utilise minimum une seule application où on clique sur accepter les conditions générales, mais on ne sait jamais ce qu'on fait avec derrière. Donc cette partie en Europe a été cadrée. Je sais qu'il y a des projets aux US qui ont commencé en 2022. Au Canada, ils ont lancé aussi pareil. Et cette partie-là, elle est très importante pour cadrer ce périmètre. Donc c'est pour ça que le besoin d'une base légale pour le traitement des données, ça veut dire comment on collecte les données. Il y a les équipes marketing qui achètent des bases de données, par exemple, pour faire de démarchage commercial. Est-ce qu'ils ont le droit de m'appeler pour me proposer tel ou tel produit? Donc est-ce que j'ai donné mon consentement ou non? Donc on ne sait pas pour l'instant. Prouver les consentements, par exemple pour des applications qu'on utilise et surtout les réseaux sociaux. Donc il y a des mineurs. Est-ce qu'on sait l'âge des mineurs qui accèdent à ce type d'application? Donc c'est plutôt des points très très sensibles. Le traitement des données sensibles, automatisé et massif aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec l'accélération des algorithmes. Donc on ne sait pas ce qu'on fait, comment dire, les leaders font de nos données aussi. Monsieur Hamza Houssine, il vous reste 5 minutes. Hein. Oui, en fait, il me reste 2 slides. Donc, du coup, c'est important d'avoir ce qu'on appelle le Data Protection Officer. Donc, c'est plutôt le régulateur et aussi c'est lui qui veille sur la protection de données et fournir une vision globale aux utilisateurs et aussi s'appuyer sur un outil d'étude d'impact. C'est plutôt pour l'audit. Le coût de la non-conformité en Europe, c'est plutôt si on reçoit des amendes, c'est atteinte à l'image de marque.
parce qu'on n'a pas, en fait, il y avait de la violation de l'utilisation des données qui ont été collectées, et aussi, il y a, comment dirais-je, des exigences de sécurité et d'audit stipulées. Donc, les cas d'utilisation que nous avons mis pour un client de luxe en Europe, c'est plutôt, on s'appuie sur Denodo pour la gouvernance, pour faire une abstraction de données avec zéro réplication et fournir une application de RGPD. C'est plutôt pour répondre à la conformité. Et le jour où il y a un audit, nous avons une vision centralisée pour les métadonnées et aussi un service de données en libre service pour tous les utilisateurs métiers. Un exemple de cas concret, c'est plutôt pour, en fait, pour ce client de luxe. Donc un exemple très simple, j'achète un sac par exemple, donc je suis dans la base client et je peux appeler tout simplement pour demander d'anonymiser mon nom, mon prénom, ne pas afficher mon numéro de téléphone et cet achat reste confidentiel. Donc cette application a été mise dans le cadre de RGPD pour ce client en se basant sur une couche de data virtualisation parce qu'avec Denodo, j'ai accès aux différentes sources de données. Je peux tracer qui accède à quoi, qui tente d'accéder à une telle ou telle information, et ce qui est plutôt important pour les DPO. Donc pour résumer, les trois piliers pour se conformer au RGPD. Donc, il faut donner une vue complète des données, un catalogue de données en libre service et la confidentialité dès la conception. Ça veut dire dès la conception des données, en fait, dès la conception des données, il faut informer le client ce qu'on fait avec les données partagées. Donc, il y a une responsabilité collective. Je termine avec ça. Comme il a expliqué Tariq, sur la data virtualisation, c'est décentralisé. En fait, c'est Zhamak Dehghani, c'est plutôt la créatrice de concept data mesh qui plutôt motive à la décentralisation de la donnée et rendre l'exploitation de la donnée aux sachants. Merci à Monsieur Hamza Houssine, cofondateur de la société FastCube. Je vais vous inviter à me rejoindre justement pour la table ronde.